Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'heure du réel. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'une seule loi, d'une seule institution ou d'une nouvelle polémique sur les réseaux sociaux. Je vais vous parler d'un système qui se construit morceau par morceau. Chaque mesure possède sa justification. Protéger les enfants, combattre la haine, empêcher les ingérences étrangères, sécuriser les élections, responsabiliser les plateformes. Mais lorsque tous ces outils sont réunis, modération de masse, algorithmes, régulation des plateformes, identité numérique, contrôle de la circulation de l'information et surveillance des risques politiques, une question devient inévitable. Qui contrôlera demain les limites du débat démocratique? C'est cette mécanique que nous allons examiner. Alors, entrons dans le réel. Depuis plusieurs années, l'Union européenne construit progressivement un ensemble de règles et de dispositifs destinés à encadrer l'espace numérique. Le Digital Service Act, que l'on appelle le DSA, les mécanismes de lutte contre la désinformation et les ingérences étrangères, le bouclier européen pour la démocratie, la régulation des grandes plateformes, les lignes directrices concernant les élections, la transparence des algorithmes, la vérification de l'âge, l'identité numérique, et les mécanismes permettant d'examiner si des partis politiques européens respectent les valeurs fondamentales de l'Union. Pris séparément, chacun de ces éléments peut être présenté comme une réponse raisonnable à un problème. Mais le sujet de cette vidéo n'est pas de prétendre que tous ces dispositifs seraient identiques ou qu'ils poursuivraient exactement le même objectif juridique. Ce serait faux. Le sujet est de regarder ce qu'ils rendent possible lorsqu'on les assemble. Parce qu'une interdiction directe se voit. Une loi qui vous interdit explicitement de parler se voit. Mais un algorithme qui réduit silencieusement votre visibilité ne se voit pas. Une plateforme qui classe votre publication comme problématique ne se voit pas toujours. Une décision automatisée qui limite sa diffusion ne se voit presque jamais. Et c'est précisément pour cela que le pouvoir exercé aujourd'hui sur la circulation de l'information peut devenir beaucoup plus discret sans être moins réel. Le Digital Service Act est au centre de cette évolution. Officiellement, le DSA poursuit plusieurs objectifs compréhensibles. Lutter contre les contenus illégaux, imposer davantage de transparence aux plateformes, mieux protéger les utilisateurs, responsabiliser les grands services numériques et offrir des possibilités de recours. Le texte ne se résume donc pas à un simple instrument de censure. Mais le problème se trouve ailleurs. Il se trouve notamment dans la notion de risque systémique. Le règlement demande aux très grandes plateformes et aux très grands moteurs de recherche d'identifier, d'analyser et d'atténuer plusieurs catégories de risques. Cela concerne la diffusion de contenus illégaux, mais également les éventuels effets négatifs sur les droits fondamentaux, la sécurité publique, la santé publique, les mineurs, le débat civique et les processus électoraux. Les lignes directrices européennes consacrées aux élections recommandent également aux grandes plateformes de prendre des mesures pour atténuer les risques susceptibles d'affecter l'intégrité des scrutins. Et c'est ici qu'apparaît la différence essentielle. Un contenu illégal est, en principe, confronté à une règle de droit. Une menace de mort, une escroquerie, une diffamation ou un appel à la violence peuvent être examinés selon des critères juridiques. Mais un risque pour le débat civique ou pour l'intégrité d'une élection est une notion beaucoup plus vaste. Elle peut concerner des opérations manifestement coordonnées, des faux comptes, des campagnes étrangères, des contenus falsifiés ou des manipulations artificielles. Mais elle peut également conduire les plateformes à examiner la manière dont des informations, des opinions ou des récits politiques circulent. Le risque est alors que certaines opinions finissent par être traitées non plus seulement comme des positions à discuter, mais comme des risques informationnels à atténuer. Je ne dis pas que le DSA interdit juridiquement telle ou telle opinion politique. Ce serait inexact. Je dis que son architecture oblige les plateformes à évaluer des phénomènes qui dépassent largement la seule frontière entre ce qui est légal et ce qui est illégal. Et lorsqu'on demande à des entreprises privées d'évaluer les conséquences politiques, démocratiques ou sociales de millions de contenus, on leur confie inévitablement un pouvoir d'interprétation considérable. Voilà la véritable question.
Qui décide qu'un contenu représente un risque pour le débat démocratique? Qui distingue une opération organisée de manipulation d'une opinion simplement impopulaire? Qui sépare une fausse information d'une analyse contestable? Qui décide qu'un discours doit être moins recommandé, moins visible ou accompagné d'un avertissement? Le juge? La Commission européenne? Les plateformes elles-mêmes? Leurs équipes de modération? Des algorithmes? Des organismes extérieurs? Dans la réalité, plusieurs de ces acteurs peuvent intervenir à différents niveaux. Et plus cette chaîne devient complexe, plus le citoyen peine à identifier le responsable concret de la décision qui le touche. Quand une publication disparaît, est-ce en raison de la loi, des conditions générales de la plateforme, d'un signalement, d'une décision humaine, d'une détection automatique, d'un mot mal interprété, d'un manque de contexte, d'un algorithme qui a calculé que le contenu entrait dans une catégorie à risque? Voilà le problème. Plus le contrôle est fragmenté, plus il devient difficile de le comprendre et de le contester. Le DSA prévoit bien des voies de recours internes et extrajudiciaires contre certaines décisions de modération. C'est une garantie réelle qu'il faut mentionner. Mais l'existence d'un recours ne règle pas automatiquement la question de sa rapidité, de sa compréhension par l'utilisateur ou de son efficacité face à des décisions prises à une échelle industrielle. La base de transparence du DSA permet de mesurer l'ampleur de cette mécanique. Selon les données publiées par la Commission européenne, les plateformes ont déclaré plus de 9 milliards de décisions de modération pour le seul premier semestre de l'année 2025. 9 milliards. La Commission précise qu'environ 99% de ces décisions ont été prises de manière proactive au titre des conditions générales propres aux plateformes, et non à la suite d'un ordre de retrait directement imposé par une autorité publique. Cette précision est fondamentale. Il serait faux d'affirmer que l'Union européenne aurait ordonné elle-même 9 milliards de censures. Ce n'est pas ce que disent les chiffres. Mais ces chiffres révèlent autre chose. Une modération industrielle, permanente et largement automatisée. À une telle échelle, aucune armée de modérateurs humains ne peut lire, comprendre et contextualiser personnellement chaque contenu. Les systèmes automatisés deviennent inévitables. Et un système automatisé n'analyse pas une intention humaine comme le ferait un magistrat. Il analyse des mots, des images, des comportements, des correspondances, des probabilités, des signaux techniques et des catégories préétablies. Cela peut être efficace pour détecter certains contenus manifestement criminels ou frauduleux. Mais lorsqu'on approche du débat politique, de la satire, de l'ironie, de l'histoire, de l'actualité ou de la critique institutionnelle, le contexte devient essentiel. Une phrase prononcée pour dénoncer une idéologie peut contenir les mêmes mots qu'une phrase destinée à la promouvoir. Une citation peut être confondue avec une approbation. Une critique peut être confondue avec une attaque. Une analyse brutale peut être confondue avec une incitation. Et lorsqu'une erreur se produit parmi des milliards de décisions, le citoyen se retrouve face à une réponse elle-même automatisée. La question n'est donc pas seulement de savoir combien de contenus sont modérés. La question est de savoir si un citoyen peut réellement comprendre la décision, la contester rapidement et obtenir un examen humain sérieux de son cas. Sans cela, la transparence statistique ne suffit pas. Savoir que la machine a pris 9 milliards de décisions ne nous explique pas nécessairement pourquoi elle a pris celles qui nous concernent. Cette évolution apparaît également dans les déclarations d'Emmanuel Macron. Lors d'un déplacement en Inde, en février 2026, le président français a fortement critiqué l'argument de la liberté d'expression utilisée par certaines grandes plateformes. Il a employé l'expression anglaise pure bullshit, pour exprimer qu'une liberté d'expression proclamée perdait, selon lui, son sens si personne ne comprenait comment les algorithmes orientaient les utilisateurs vers certains contenus. Dans son raisonnement, Emmanuel Macron défendait essentiellement l'idée d'une plus grande transparence algorithmique. Il estimait qu'une liberté de parole purement théorique ne suffisait pas si les utilisateurs étaient guidés par des systèmes opaques.
Le pouvoir des algorithmes est un véritable problème. Ils sélectionnent les contenus qui nous sont présentés, ils amplifient certaines réactions, ils favorisent parfois la colère, la confrontation et l'émotion, parce que ces contenus retiennent davantage l'attention. Mais la formulation du président français est néanmoins révélatrice. La liberté d'expression y est abordée à travers la manière dont elle est organisée, orientée et encadrée techniquement. Autrement dit, la question n'est plus seulement chacun peut-il parler librement dans les limites de la loi? La question devient dans quelles conditions sa parole doit-elle être diffusée, recommandée, amplifiée ou réduite pour ne pas menacer la démocratie? Et celui qui contrôle les conditions de diffusion ne contrôle peut-être pas directement ce que vous pensez, mais il contrôle une partie de ce que vous voyez. Ce qui remonte, ce qui disparaît, ce qui devient viral, ce qui reste invisible. Voilà pourquoi l'opacité des plateformes est un danger. Mais voilà également pourquoi le pouvoir politique exercé sur ces plateformes doit lui-même rester transparent, limité et contrôlable. On ne protège pas les citoyens du pouvoir des entreprises privées en transférant simplement davantage de pouvoir à des institutions que les citoyens comprennent encore moins. Cette logique s'étend désormais avec le bouclier européen pour la démocratie, présenté officiellement par la Commission européenne le 12 novembre 2025. Son objectif déclaré est de renforcer la résilience démocratique, de lutter contre les ingérences étrangères, de protéger l'intégrité de l'espace informationnel, de soutenir les médias indépendants, la société civile et la tenue d'élections libres et équitables. Le dispositif comporte notamment un centre européen pour la résilience démocratique, dont les travaux ont commencé le 24 février 2026. Ce centre doit faciliter la coopération entre les institutions européennes, les États participants et différents acteurs concernant les menaces visant les démocraties. Là encore, les menaces auxquelles l'Union européenne prétend répondre ne sont pas imaginaires. Les opérations d'influence étrangère existent, les faux comptes existent, les campagnes coordonnées existent, les contenus falsifiés par intelligence artificielle existent, les tentatives de déstabilisation d'élections existent. Il serait irresponsable de le nier. Mais reconnaître une menace ne signifie pas renoncer à tout regard critique sur les moyens utilisés pour la combattre. Au contraire, plus une menace est réelle, plus le dispositif créé pour y répondre doit être précisément défini, contrôlé et limité. Parce que l'expression manipulation de l'information peut désigner des pratiques objectivement identifiables, faux comptes coordonnés, financement clandestin, trucage, piratage ou diffusion organisée de faux documents. Mais elle peut aussi devenir, dans le débat politique, une accusation utilisée pour discréditer un argument sans avoir à lui répondre. Depuis l'invasion de l'Ukraine, la Russie occupe une place centrale dans le discours européen sur les ingérences étrangères. Et il existe effectivement des actions russes de propagande, de désinformation et de déstabilisation. Mais un problème apparaît lorsque l'accusation d'influence étrangère devient une explication automatique de toute contestation politique. Un citoyen critique l'Union européenne, est-il nécessairement manipulé par Moscou? Un parti défend la souveraineté nationale, est-il forcément au service d'un intérêt étranger? Un gouvernement bloque une décision européenne, faut-il immédiatement soupçonner une influence étrangère? On doit pouvoir combattre les opérations russes sans considérer que toutes les critiques de l'Union européenne seraient russes. On doit pouvoir exposer les financements étrangers sans transformer tout désaccord politique en pathologie informationnelle. On doit pouvoir identifier une campagne coordonnée sans dénier aux citoyens la capacité de penser par eux-mêmes. Parce qu'à force d'expliquer les votes dérangeants par la manipulation, on finit par ne plus écouter ce que les électeurs disent réellement. Le pouvoir politique ne répond plus à leur colère. Il cherche celui qui l'aurait artificiellement produite. C'est plus confortable. Mais ce n'est pas une réponse démocratique. La Hongrie illustre les tensions qui existent entre l'intégration européenne et la souveraineté des États. Viktor Orban utilise régulièrement les pouvoirs de blocage que les traités européens accordent encore aux États membres dans certains domaines.
On peut combattre sa politique, on peut condamner certaines décisions de son gouvernement, on peut contester sa conception de l'état de droit. Mais lorsqu'un gouvernement utilise juridiquement un droit prévu par les traités, il exerce un pouvoir institutionnel réel. Or, dès qu'un veto bloque une décision stratégique, les appels à contourner la Hongrie, à réduire son influence ou à faire évoluer les règles se multiplient. Le problème ne se limite donc pas à la personnalité de Viktor Orban. La véritable question est la suivante. Un État reste-t-il pleinement libre d'utiliser les pouvoirs que les traités lui reconnaissent, ou ces pouvoirs ne sont-ils politiquement acceptés que lorsqu'ils ne bloquent rien d'essentiel? Si l'on considère qu'un veto est légitime uniquement lorsqu'il ne contrarie pas la majorité, ce n'est plus véritablement un veto. Et lorsque la résistance d'un gouvernement est automatiquement présentée comme un danger pour l'unité, l'Union européenne risque de confondre progressivement l'unité avec l'alignement. Cette question se retrouve désormais dans le fonctionnement des partis politiques européens. Soyons précis. Il n'existe pas de loi européenne interdisant les partis souverainistes. Il n'existe pas de décision générale permettant de dissoudre tous les mouvements opposés à l'intégration européenne. Affirmer cela serait faux. En revanche, le Parlement européen a demandé, le 7 juillet 2026, que l'autorité compétente vérifie si le parti politique européen Europe of Foreign Nations, ou ESN, désolé pour la prononciation, respecte les valeurs fondamentales de l'Union européenne. La demande a été adoptée par 414 voix contre 159, avec 15 abstentions. Il s'agit d'une procédure de vérification et non d'une interdiction déjà prononcée. Il faut également distinguer le parti politique européen ESN du groupe parlementaire portant le même nom. Ce sont deux structures juridiquement différentes. Cette distinction doit être respectée. Mais l'existence même de cette procédure soulève une question politique légitime. Où se situe la frontière entre la défense nécessaire de la démocratie et le contrôle institutionnel des forces qui contestent le fonctionnement de l'Union européenne? Une démocratie doit évidemment pouvoir agir contre un parti qui organiserait des activités criminelles, utiliserait la violence ou chercherait réellement à supprimer les libertés fondamentales. Mais elle doit également tolérer que des citoyens et des partis proposent de réduire les pouvoirs de l'Union, de rendre des compétences aux nations ou de quitter certaines structures européennes. Contester l'Union européenne n'est pas en soi contester la démocratie. L'Union européenne est une construction politique. Et toute construction politique doit pouvoir être discutée, reformée, limitée ou rejetée par les citoyens. Lorsque l'adhésion au projet institutionnel risque de se confondre avec l'adhésion aux valeurs démocratiques elles-mêmes, le débat devient profondément déséquilibré. Celui qui soutient l'intégration défendrait naturellement la démocratie. Celui qui la conteste devrait sans cesse prouver qu'il n'en est pas l'ennemi. Voilà une dérive qu'il faut surveiller. En France, l'Arcom participe également à l'architecture des régulations numériques. Son rôle doit être décrit correctement. L'Arcom n'est pas un tribunal pénal. Elle ne possède pas, sur toutes les plateformes étrangères exactement, les mêmes pouvoirs que sur les chaînes françaises de télévision ou de radio. Elle est notamment le coordinateur français pour les services numériques au titre du DSA. Elle peut participer à des enquêtes européennes, coopérer avec d'autres régulateurs et suivre l'action de certaines grandes plateformes. Dans l'affaire de Raphaël Graven, connu sous le nom de Jean Pourmanoff, l'Arcom a rappelé les limites de ses compétences. Le streamer est décédé en direct sur la plateforme Kik dans la nuit du 17 au 18 août 2025. Auparavant, sa chaîne avait diffusé pendant plusieurs mois des images dans lesquelles il subissait des humiliations et des violences. Une honte, c'est une honte cette chaîne. Cette formulation est importante. Elle décrit ce qui avait été diffusé sans prétendre établir nous-mêmes la cause médicale ou pénale exacte de son décès, laquelle relève de l'enquête et de la justice. L'Arcom a expliqué que la responsabilité pénale des personnes impliquées relevait de la justice. Elle a également indiqué que Kik dépendait principalement du régulateur maltais dans le cadre du DSA, tout en engageant des échanges avec la plateforme et avec cette autorité. Cette affaire ne démontre donc pas que l'Arcom aurait délibérément choisi de laisser faire.
Ce serait une accusation que les faits disponibles ne permettent pas d'établir, mais elle révèle les limites concrètes d'un système présenté comme protecteur. Une plateforme peut être établie dans un autre État membre. Les responsabilités peuvent être réparties entre plusieurs autorités. La justice pénale, la plateforme, le régulateur du pays d'établissement et le coordinateur français ne disposent pas des mêmes pouvoirs. Pendant que les institutions déterminent qui peut agir, à quel titre et selon quelle procédure, les contenus peuvent continuer à circuler. Voilà une contradiction réelle. On construit un système extrêmement ambitieux pour surveiller les risques systémiques pesant sur la démocratie, mais ce système peut rester lent, complexe et fragmenté face à des violences directement visibles. Le problème n'est donc pas simplement que la régulation serait partout trop forte. Elle peut être très étendue dans ses ambitions et rester insuffisante dans son efficacité. Elle peut être très étendue dans ses ambitions et rester insuffisante dans son efficacité concrète. Le même problème de cohérence apparaît dans le débat sur la concentration des médias. Jean-Luc Mélenchon et d'autres responsables politiques dénoncent régulièrement le pouvoir de Vincent Bolloré et la concentration de plusieurs médias entre les mains de grands propriétaires privés. La concentration des médias est un véritable sujet démocratique. Lorsqu'une poignée d'acteurs économiques possède une part importante de la presse, de la télévision, de la radio ou de l'édition, il est légitime d'interroger leur influence. Mais un principe crédible doit être universel. Si le problème est le pouvoir des milliardaires sur l'information, alors le problème ne peut pas commencer et finir avec Vincent Bolloré uniquement. Il faut examiner l'ensemble des propriétaires, leur intérêt économique, leur lien avec les responsables publics, leur dépendance publicitaire, le financement public ou privé, la gouvernance des médias, les conditions de nomination, la diversité réelle des rédactions. Si on dénonce uniquement les propriétaires dont la ligne éditoriale nous déplaît, on ne lutte plus véritablement contre la concentration. On cherche surtout à réduire l'influence d'un adversaire. Une loi juste ne doit pas dépendre de la couleur politique du média concerné. Elle doit s'appliquer à tous. Et si certains médias donnent le sentiment d'être davantage surveillés, dénoncés ou menacés de sanctions en raison de leur ligne éditoriale, la confiance disparaît. Le principe affiché peut être universel, mais son application doit l'être également. Sinon, la lutte contre la concentration devient un instrument partisan. Une autre évolution doit être observée, celle de l'identité numérique et de la vérification de l'âge. L'argument principal est la protection des mineurs. Et sur ce sujet, les dangers sont réels. Les enfants peuvent être exposés à la pornographie, au harcèlement, aux prédateurs, à la violence, aux mécanismes addictifs et à des contenus dangereux. Les plateformes ont une responsabilité. Les parents ont une responsabilité. Les pouvoirs publics ont une responsabilité. Mais la question reste toujours la même. Quelle architecture construit-on pour répondre à ce problème ? En Irlande, le gouvernement a lancé en 2026 une phase de test de son portefeuille numérique gouvernemental. Parmi les usages envisagés figure la possibilité de prouver qu'une personne a plus de 18 ans, sans transmettre l'ensemble de ses informations personnelles aux services concernés. La phase de test est présentée comme volontaire et limitée dans le temps. Le gouvernement affirme également que le portefeuille doit permettre aux utilisateurs de contrôler les informations qu'ils choisissent de communiquer. Nous ne pouvons donc pas présenter aujourd'hui ce portefeuille comme un système obligatoire de traçage généralisé. Ce n'est pas ce qui est établi. Mais nous pouvons légitimement nous interroger sur l'évolution future de cette infrastructure. Car une architecture conçue pour prouver l'âge peut aussi, techniquement, devenir un passage demandé pour accéder à un nombre croissant de services. Ce qui est volontaire aujourd'hui peut-il devenir pratiquement indispensable demain ? Quelles données seront réellement échangées ? Qui pourra demander une preuve d'âge ou d'identité ? Quels services resteront accessibles sans identification ? Quels recours existeront en cas d'erreur ? L'anonymat restera-t-il possible pour les adultes dans le débat politique ? Ces questions ne sont pas complotistes.
Elles sont précisément celles qu'une démocratie doit poser avant que l'infrastructure ne soit devenue incontournable. Parce qu'une technologie ne doit jamais être évaluée uniquement selon son usage présent. Elle doit également être évaluée selon les pouvoirs qu'elle rend possibles. La protection de l'enfance ne doit pas devenir un argument permettant de fermer toute discussion. On retrouve le même mécanisme rhétorique dans presque tous les débats numériques. Vous critiquez la vérification de l'âge, on vous accuse de ne pas vouloir protéger les mineurs. Vous critiquez la modération automatisée, on vous accuse de défendre les contenus haineux. Vous critiquez la surveillance des communications, on vous accuse de protéger les criminels. Vous critiquez les dispositifs contre la désinformation, on vous accuse de servir les ingérences étrangères. C'est un faux choix. On peut vouloir protéger les enfants tout en refusant l'identification généralisée des adultes. On peut combattre les crimes tout en défendant la confidentialité des communications. On peut sanctionner les contenus illégaux tout en refusant qu'une opinion légale soit traitée comme une menace. On peut lutter contre la propagande étrangère sans placer toute opposition politique sous suspicion. Refuser un outil disproportionné ne signifie pas défendre le problème que cet outil prétend résoudre. Voilà une distinction essentielle. Et ce n'est pas une excuse, c'est une exigence de cohérence. Toutes ces mesures ne peuvent fonctionner démocratiquement que si leur application est cohérente. Si une règle contre la haine est appliquée sévèrement à certains groupes, mais avec davantage d'indulgence à d'autres, la confiance disparaît. Si certains médias donnent le sentiment d'être plus étroitement surveillés en raison de leur ligne éditoriale, la confiance disparaît. Si certaines influences étrangères sont dénoncées avec force, tandis que d'autres financements, réseaux ou pressions sont moins examinés, la confiance disparaît. Si la désinformation n'est combattue que lorsqu'elle sert le camp opposé, elle devient un instrument politique. Il ne suffit donc pas que les règles soient présentées comme neutres. Elles doivent être appliquées de manière visible, égale et contrôlable. Sinon, la régulation peut finir par ressembler à une sélection politique de discours acceptables. Non pas nécessairement parce qu'un responsable aurait rédigé une liste secrète d'opinions interdites, mais parce que l'accumulation des biais, des priorités, des signalements, des décisions automatisées peut produire un résultat politiquement déséquilibré. Le danger n'est donc pas une mesure isolée. Le danger, c'est l'addition des mesures, l'accumulation des pouvoirs, la multiplication des intermédiaires et l'absence d'un responsable clairement identifiable lorsque la parole d'un citoyen est réduite ou disparaît. Le DSA impose aux grandes plateformes d'évaluer des risques systémiques. Les lignes directrices européennes concernent également les élections et le débat civique. Le bouclier européen pour la démocratie renforce sa coopération contre les manipulations informationnelles et les ingérences. Les autorités nations coordonnent l'application des règles. Les plateformes automatisent des milliards de décisions. Les dispositifs d'identité numérique permettent progressivement de prouver l'âge ou l'identité dans l'espace numérique. Des procédures institutionnelles peuvent examiner la conformité de partis politiques européens aux valeurs de l'Union. Aucun de ces éléments, pris isolément, ne suffit à démontrer l'existence d'une dictature. Mais leur association dessine une concentration croissante des pouvoirs capables d'agir sur les conditions d'accès au débat public. Et ces pouvoirs n'ont pas toujours besoin d'interdire. Ils peuvent réduire, déréférencer, démonétiser, retarder, étiqueter, déclasser, demander une identification, imposer une vérification dans certains services, reprendre une publication presque invisible sans jamais la supprimer officiellement. C'est cela qui rend la situation nouvelle. La censure traditionnelle disait « vous n'avez pas le droit de parler ». Le contrôle contemporain peut simplement faire en sorte que presque personne ne vous entende. Alors oui, j'utilise une expression forte. Je parle du risque d'une dictature douce, pas d'une dictature militaire, pas d'un régime dans lequel les opposants seraient systématiquement emprisonnés et les élections officiellement supprimées. Présenter l'Union européenne actuelle de cette manière serait faux.
Je parle d'une évolution beaucoup plus discrète, une évolution beaucoup bureaucratique, numérique, réglementaire et morale. Un système qui ne nous dit pas nécessairement que vous êtes interdit de parole, mais qui peut décider que votre parole doit être atténuée. Un système qui ne vous demande pas forcément de soutenir le pouvoir, mais qui peut progressivement classer certaines contestations parmi les risques qu'il faut gérer. Un système qui affirme agir pour protéger la démocratie, les enfants, la sécurité, la vérité ou la société. Et c'est précisément pour cela qu'il doit être surveillé. Parce qu'un pouvoir qui se présente comme moralement incontestable devient très difficile à limiter. Celui qui critique l'outil peut être accusé de défendre le danger que l'outil prétend combattre. Voilà comment un débat peut se fermer. Pas nécessairement par un décret annonçant la fin de la liberté, mais par une succession de mécanismes dont chacun paraît raisonnable et dont l'addition devient presque impossible à contester. En conclusion, la question n'est pas de savoir si les plateformes doivent respecter la loi. Elles doivent respecter la loi, c'est une certitude. La question n'est pas de savoir si les enfants doivent être protégés. Ils le doivent, c'est une obligation. La question n'est pas de savoir si les ingérences étrangères existent. Elles existent. La question est de savoir jusqu'où nous sommes prêts à aller, quel pouvoir nous acceptons de créer et quelles garanties nous exigeons en échange. Qui définit le risque? Qui contrôle les algorithmes? Qui contrôle ceux qui prétendent contrôler les algorithmes? Qui protège le citoyen contre une erreur automatisée? Qui empêche une mesure exceptionnelle de devenir permanente? Qui garantit que la majorité politique de demain n'utilisera pas les outils créés aujourd'hui pour ses propres adversaires? On nous parle d'un bouclier démocratique, mais un bouclier placé entre la démocratie et ses ennemis peut être légitime. Un bouclier placé entre les institutions et les citoyens peut devenir un mur. Quand le pouvoir commence à se protéger des peuples autant qu'il prétend protéger les peuples, ce n'est plus seulement un bouclier, c'est un verrou. Merci à toutes et à toutes d'avoir suivi cette année jusqu'au bout. Sur l'heure du réel, nous continuerons à examiner les faits, les mécanismes et leurs conséquences sans slogan et sans détour. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo et à donner votre avis dans les commentaires. Votre soutien permet à la chaîne de continuer à grandir et à produire des analyses de fond. Merci à celles et ceux qui sont déjà abonnés et aux futurs qui vont s'abonner. Je vous remercie. Merci à vous et à très bientôt sur l'heure du réel. Au revoir.